J'étais là, assis sur la balançoire en bois que j'avais fait installer juste pour lui, sous le chêne centenaire de notre jardin à Neuilly. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, projetant des motifs dansants sur les visages de Julien et Marie. Deux enfants, deux mondes, et pourtant les plus inséparables que j'ai jamais vus. Ils riaient, un rire franc, sonore, le genre de rire qui avait été absent de ma maison pendant si longtemps que j'avais presque oublié ce son. Marie, à côté de lui, les yeux brillants d'une malice contagieuse, racontait une histoire de cosmonautes et de boucliers laser pour leur centre de commande, son fauteuil roulant. Voir Julien comme ça, épanoui, confiant même, était une sensation si douce, presque irréelle, que j'avais parfois du mal à la croire. Mais comment en étions-nous arrivés là? Comment un après-midi qui aurait dû être un désastre monumental avait-il pu transformer nos vies de cette manière? Je me souviens des mois avant Marie, avant ce jour précis. Une brume de douleur, de silence planait sur tout. Le grand manoir, autrefois rempli de l'énergie vibrante de Catherine, ma femme, était devenu un sanctuaire froid à nos pertes. Après son décès et cet accident qui avait laissé Julien, enfin, tel qu'il est aujourd'hui, dans son fauteuil roulant, j'avais plongé dans le travail, dans l'illusion de la perfection. Chaque détail de ma vie, chaque aspect de notre maison devait être impeccable, comme si la symétrie parfaite et les finitions coûteuses pouvaient réparer les morceaux brisés de nos cœurs. La fête, l'anniversaire de Julien, c'est 8 ans. Une date gravée au fer rouge dans mon esprit, pas pour la joie, mais pour l'angoisse. J'avais mis des semaines, des mois même, à tout orchestrer. Je voulais désespérément lui offrir un semblant de normalité, ou du moins l'illusion d'un bonheur retrouvé. Des ballons dorés, parfaitement alignés. Un traiteur étoilé qui sculptait un gâteau de super-héros. Un petit chef-d'œuvre qui aurait nourri une famille entière pendant un mois, je suppose. Des musiciens, des animateurs. J'avais même fait venir de Californie un magicien que Julien adorait sur YouTube. Tout était prévu pour 28 enfants, ses camarades de classe, si je me souviens bien. Où était ce 25? Mon cerveau est un peu embrouillé quand il s'agit de ces détails d'avant. L'essentiel, c'est que le nombre était dérisoire face à l'espace prévu. Madame Dubois, ma gérante de maison, une femme d'une efficacité militaire mais avec une pointe de tendresse dissimulée, avait posé la question fatidique. Monsieur Sophie, les décorateurs demandent pour le plan de table. 28 places, comme convenu, pour chaque camarade de Julien, avais-je répondu, la voix d'une neutralité parfaite. Je me souviens avoir appelé chaque parent personnellement. Des invitations écrites à la main, un suivi méticuleux avec l'association des parents d'élèves. Ça devait être impeccable. Puis son hésitation. Monsieur, je viens de recevoir une autre annulation. Ça fait 15 maintenant. 15. Non, peut-être 18. Les chiffres me lâchent souvent quand l'émotion s'en mêle. Ma mâchoire s'était serrée. Imperceptiblement, j'espère. Ils sont juste en retard. Le trafic à Paris peut être imprévisible. Je m'étais détourné, retournant à la fenêtre, refusant d'admettre ce que nous savions toutes les deux. Ce n'était pas le trafic, c'était le malaise, l'ignorance, le préjugé voilé qui avait entouré Julien depuis qu'il était retourné à l'école dans son fauteuil. Pas de la méchanceté pure et dure, non, mais quelque chose de pire. Une pitié mêlée de peur, comme si le handicap était contagieux. Ça me répugnait. J'avais un sentiment étrange cet après-midi-là. Une espèce de nœud au ventre. J'étais monté voir Julien dans sa chambre. Il était assis près de la fenêtre, déjà vêtu de son t-shirt de super-héros bleu, le fauteuil tourné vers la rue déserte. Lisa, son aide-soignante, arrangeait sa collection de figurines sur l'étagère. Il était si petit, si silencieux. À 8 ans, il parlait moins qu'à 5. Les psys avaient des théories. Choc post-traumatique, dépression. J'avais consulté les meilleurs, de Paris à New York. Mais aucun de leurs diagnostics brillants n'avait ramené le rire de mon fils. « Salut, mon grand. Prêt pour ta grande journée? »
Je m'étais accroupi pour être à son niveau. Un conseil de mon coach exécutif pour la connexion parent-enfant. Quelle ironie. Il avait juste hoché la tête, les yeux fixés sur le vide. Tout le monde va bientôt arriver, avais-je forcé mon enthousiasme. Le magicien que tu aimes tant, celui de la vidéo, je l'ai fait venir exprès. Ses yeux s'étaient éclairés un instant, puis étaient redevenus éteints. Il savait. Les enfants ont ce sixième sens pour les fictions élaborées que les adultes construisent autour d'eux. Le gâteau est incroyable. Avais-je continué, la voix trop joyeuse. Thème super-héros, comme tu voulais. Papa, avait dit Julien doucement, sans détourner son regard de la fenêtre. Si personne ne vient, on pourra quand même avoir du gâteau. C'était comme si une fissure s'était ouverte en moi, une douleur fulgurante. Bien sûr que oui, mon grand, mais ils vont venir. Ils sont juste en retard. En bas, Madame Dubois prenait un énième appel d'excuses, une autre mère avec un prétexte transparent. La première heure de la fête s'était écoulée dans un jardin vide, une symphonie silencieuse d'échecs. J'avais maintenu la façade, donné des instructions pour que les musiciens jouent, le magicien se prépare, les traiteurs restent à leur poste. Julien, au milieu des ballons dorés, regardait le spectacle grandiloquent joué pour un public d'un seul. Lisa faisait de son mieux, applaudissant bruyamment les tours de magie, lui apportant assiette après assiette de nourriture intacte. Moi, je faisais les 100 pas à l'entrée, mon téléphone à la main, envoyant des messages à des parents qui ne répondaient plus. Après la deuxième heure, la mascarade devenait intenable. La musique s'était adoucie, les animateurs commençaient à ranger leurs accessoires. Mes épaules s'affaissaient sous le poids de ce nouvel échec. Le plus douloureux était l'acceptation résignée de Julien. Pas de larmes, pas de crise. Juste cette observation tranquille, comme s'il s'y attendait depuis le début. Et puis, alors que j'étais sur le point d'admettre ma défaite, un mouvement. À la porte du jardin. Madame Dubois s'était approchée, l'air perplexe. « Monsieur, il y a une jeune fille à la grille. Elle n'est pas sur la liste des invités. » J'avais froncé les sourcils. Une fille. Seule. Elle dit qu'elle passait par là et qu'elle a vu les ballons. Elle demande si elle peut se joindre à la fête. J'avais hésité. Mon premier réflexe était de la renvoyer. Cet événement, aussi raté soit-il, était censé être une affaire privée, minutieusement orchestrée. Mais quelque chose m'avait poussé à regarder Julien, toujours seul au milieu de toutes ces décorations somptueuses. « Faites-la entrer », avais-je dit, malgré ma meilleure intuition. C'était l'une des meilleures décisions de ma vie, même si je ne le savais pas encore. Quand Marie Dubois, non, pas ma gérante, l'autre Marie, Marie Martinez. Oui, quand Marie était entrée dans le jardin, elle ne ressemblait en rien à ce monde millimétré. Ses baskets étaient usées mais propres, son jean rapiécé aux genoux. Elle tenait d'un petit sac en papier d'une boulangerie locale. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans. Des yeux vifs, un sourire timide qui semblait étrangement prendre possession de tout l'espace. « Bonjour », avait-elle dit, s'approchant de moi avec une confiance inattendue. « Je m'appelle Marie. J'apportais du pain frais à ma grand-mère quand j'ai vu vos ballons par-dessus le mur. Ils sont vraiment jolis. » Je me souviens à peine de ce qui s'est passé ensuite, comme si un flou avait recouvert le moment. Ce qui comptait, c'était Julien. Il s'était avancé, avec son fauteuil, plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des mois. Il avait dit son nom. Une phrase complète, à une inconnue, ce que des semaines de thérapie n'avaient pas réussi à accomplir. Marie avait regardé Julien, son fauteuil, puis son visage. Pas de pitié dans son expression, pas de gêne forcée, juste un intérêt sincère. « Cool ton T-shirt », avait-elle dit. « Le gâteau, c'est pour tout le monde ?» Il a l'air incroyable. « Oui », avais-je dit, la voix étonnamment stable. « Et tu arrives juste à temps, on était sur le point de le couper. » Son arrivée avait changé l'air. Le silence lourd s'était envolé, remplacé par quelque chose de plus léger. Une possibilité. Elle avait sorti un petit pain sucré de son sac. « Ma grand-mère dit qu'il ne faut jamais aller à une fête les mains vides. »
Ce n'est pas chic, mais c'est encore chaud. J'avais vu le visage de Julien s'illuminer d'un sourire que je n'avais pas vu depuis... Oh, depuis avant l'accident, sans doute. Pour la première fois depuis très, très longtemps, une étincelle d'espoir s'était allumée en moi. Que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient s'améliorer. C'était vraiment la journée la plus bizarre. Un jardin silencieux, rempli de cadeaux non ouverts et d'espoirs déçus, transformé en quelques minutes par une petite fille. Et tout à coup, la maison froide résonnait. Avec quoi? Des rires d'enfants. Ce n'était pas le silence glacial que j'avais connu pendant des mois. Ton fauteuil roulant, il est trop cool, avait dit Marie en examinant la fibre de carbone. On dirait d'un poste de commandement. Julien avait regardé son fauteuil avec des yeux neufs. Un poste de commandement? Oui, comme pour les missions spatiales, avait continué Marie, son imagination débordante. Ces roues peuvent clairement gérer le terrain lunaire. J'avais observé de loin, voyant les deux enfants explorer le jardin. Julien aux commandes de ce qui était soudain devenu une expédition. Son fauteuil, autrefois un symbole de limitation et de perte, était réinventé. Ce n'était plus une marque de différence, mais un vaisseau puissant, une porte vers l'aventure. Ça pourrait être le système de navigation, avait dit Marie, pointant la tablette de contrôle. Et on pourrait ajouter des boutons ici pour les boucliers laser. Boucliers laser? Les yeux de Julien s'étaient agrandis de plaisir. Bien sûr, tout commandant de l'espace a besoin de protection contre les pluies de météores. Madame Dubois s'était approchée de moi, son carnet de notes oublié. « Monsieur, je dis au personnel de rester. » Il commençait à ranger. « Dites-leur de rester, » avais-je répondu, sans quitter Julien des yeux. « Et d'apporter plus de gâteaux. » L'après-midi avait avancé, la fête élaborée pour 28 enfants avait trouvé son sens en divertissant seulement 2. Le magicien avait exécuté ses plus grandes illusions, Marie s'émerveillant à chaque tour, Julien riant si fort qu'il devait reprendre son souffle. Ils avaient mangé du gâteau avec les mains quand Julien avait eu du mal avec la fourchette, s'enduisant de glaçage et échangeant des figurines de super-héros comme s'ils étaient amis depuis toujours. Je m'étais retrouvé assis sur l'herbe, mon costume italien n'y faisant rien, participant à leur pique-nique improvisé. Des années que je n'avais pas abandonné la formalité, des années que je n'avais pas ressenti une telle joie. Ma grand-mère aussi fait des gâteaux, nous avait dit Marie, acceptant une deuxième tranche. Pas aussi chic que celui-ci, mais elle chante en portugais et en anglais quand elle les fait. Elle dit que les desserts sont meilleurs quand ils sont faits avec de la musique. Portugais, avais-je demandé, surprise. Mon grand-père était du Brésil et ma grand-mère de Porto Rico. Maman dit que je suis un vrai mélange américain, moitié latino, un quart irlandaise de son côté à elle. Julienne était fascinée. « Tu parles portugais? » « Un petit peu. Ma grand-mère m'apprend. » Marie avait compté jusqu'à 10 en portugais, faisant glousser Julien aux sons inconnus. Alors que la lumière dorée de l'après-midi commençait à s'estomper, j'avais remarqué quelque chose que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Julien avait complètement oublié d'être triste. Le garçon qui avait passé des mois à se replier sur lui-même était maintenant en train de décrire avec animation sa collection de livres sur l'espace à sa nouvelle amie. « Tu devrais voir notre bibliothèque, disait-il. Papa a des livres sur de vrais astronautes qui sont allés sur la Lune. Tu as une bibliothèque entière chez toi? » Les yeux de Marie s'étaient agrandis. « Tu veux la voir? » avait demandé Julien, tournant déjà son fauteuil vers la maison. Je les avais regardés partir, Marie marchant à côté du fauteuil, ni derrière ni devant, mais juste à côté de Julien. Ils avançaient comme des égaux, aucun d'eux n'étant défini par ce qu'ils possédaient ou ce qui leur manquait. Lisa s'était approchée, souriante en ramassant les assiettes abandonnées. Je ne l'ai pas vue comme ça depuis... Elle s'était interrompue. Depuis longtemps. « Qui est cette fille? » avais-je murmuré, apparaissant de nulle part comme ça. Parfois, l'univers envoie exactement ce dont nous avons besoin, avait répondu Lisa,
avec la sagesse de quelqu'un qui avait vu beaucoup de familles traverser des tragédies, même si ce n'est pas ce que nous pensions chercher. À l'intérieur du manoir, Mary s'était émerveillée devant la bibliothèque, ses étagères du sol au plafond et ses échelles roulantes. Julien guidait son fauteuil avec une confiance retrouvée, montrant sa section d'astronomie préférée. Celui-là montre toutes les planètes, avait-il expliqué alors que j'entrais discrètement dans la pièce. Papa l'a fait signer par un vrai scientifique de la NASA. Marie avait tourné les pages avec précaution. Mon école n'a pas de livre aussi joli. Notre bibliothèque, c'est juste une petite pièce. À quelle école vas-tu? Avais-je demandé. École primaire du Rocher, avait répondu Marie. C'est à une vingtaine de pâtés de maisons d'ici, dans le 20e arrondissement. Je connaissais le quartier. Des familles modestes, de petits appartements, un monde à part des hôtels particuliers de Neuilly. C'était le genre de communauté devant laquelle les cadres de ma compagnie passaient sans un regard. Il se faisait tard. Est-ce que tes parents savent d'où tu es, Marie? Une lueur d'inquiétude avait traversé son visage. Oh, grand-mère va s'inquiéter. J'étais juste censé prendre le pain à la boulangerie de M. Romano. Elle avait regardé ses mains vides. J'ai oublié le pain. J'avais souri. Je pense qu'on peut t'aider avec ça. Madame Dubois peut te ramener à la maison avec plein de pain et du gâteau pour ta grand-mère aussi. Je sais pas, Tane. Le visage de Julien s'était assombri. Elle doit partir? Je dois aider grand-mère pour le dîner, avait expliqué Marie. Elle ne peut plus rester debout trop longtemps, mais peut-être que je peux revenir si ça va. Elle m'avait regardé, incertaine. Avant que je puisse répondre, Julien avait pris la parole. Papa, Marie peut-elle revenir demain, s'il te plaît? On n'a pas fini notre mission spatiale. J'avais vu l'espoir dans les yeux de mon fils, une lumière que j'avais cru éteinte pour toujours. Bien sûr qu'elle peut. En fait, j'avais cherché mon portefeuille. Laisse-moi te donner ma carte, Marie. Il y a notre adresse et notre numéro de téléphone. Si tes parents sont d'accord, tu es la bienvenue n'importe quand. Alors que nous accompagnions Marie à la voiture, chargée du pain de la boulangerie acheté par une Madame Dubois perspicace et de boîtes de gâteaux d'anniversaire, Julien tenait la main de Marie depuis son fauteuil. Demain, on pourra ajouter les propulseurs à réaction au centre de commandement, avait-il dit avec ferveur. Parfait. Tout commandant de l'espace a besoin de propulseurs à réaction, avait acquiescé Marie, lui serrant la main. Avant de monter dans la voiture, elle s'était tournée vers moi. Merci de m'avoir laissé rester à votre fête, Madame Sophie. C'était la meilleure fête du monde. Alors que la voiture s'éloignait, Julien m'avait regardé. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, avait-il dit simplement. J'avais posé ma main sur l'épaule de mon fils, sentant la petite silhouette qui portait un chagrin si énorme, maintenant momentanément allégé. Je crois que tu as raison, mon grand. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Julien avait demandé une histoire au coucher. J'étais restée assise près du lit, lui lisant des récits d'astronautes courageux et de planètes lointaines, le regardant s'endormir avec un petit sourire encore sur ses lèvres. Après que Julien se fut endormi, j'étais resté à la fenêtre de mon bureau, regardant le panorama de Paris. Les lumières de la ville se brouillaient, alors que des larmes inattendues remplissaient mes yeux. Je pensais à Catherine, à la façon dont elle aurait aimé la gentillesse sans filtre de Marie. Je pensais à tous les remèdes élaborés que j'avais cherchés pour nos cœurs brisés. Les spécialistes, les thérapies, les fêtes parfaitement orchestrées, tous éclipsés par une rencontre fortuite avec une fille portant du pain de boulangerie. Mon téléphone avait vibré avec des notifications de Laboratoire Dubois, des messages urgents sur la réunion du conseil du lendemain, les prévisions projetées, les analyses de la concurrence. La machine corporative ne s'arrêtait jamais, pas même pour les cœurs en peine. J'avais tout ignoré et, à la place, m'était versé un verre rare du vin préféré de Catherine. « Tu aurais géré ça tellement mieux que moi », avais-je murmuré à la pièce vide. « Tu savais toujours ce qui comptait. »
Moment, ici, je dois faire une pause. C'est fou, non? Une femme d'affaires à la tête d'un empire pharmaceutique se retrouvant complètement déstabilisée par une gamine de 8 ans et une histoire de gâteau. Honnêtement, si quelqu'un m'avait raconté ça il y a 6 mois, j'aurais ri. J'aurais dit que c'était une fable pour enfants, pas la réalité. Mon monde, c'était les bilans financiers, les parts de marché, les fusions-acquisitions. Un monde dur, pragmatique. Et d'un coup, ce voile se déchire, juste parce qu'une petite fille avec un sac de pain n'a pas eu peur d'être curieuse. Ça vous arrive, ce genre de moment, où la vie vous donne une claque en pleine face et vous dit « Regarde, tu ne savais rien en fait ». C'est déroutant, mais aussi étrangement libérateur. Comme si on avait porté un poids immense sans s'en rendre compte et que tout à coup, il s'évaporait. Du moins, une partie du poids. Parce que la douleur de Catherine, ça ne s'évaporera jamais vraiment. Enfin bref, je m'égare. Revenons à nos moutons, ou plutôt, à notre mari. Alors que minuit approchait, mon téléphone avait sonné. Un numéro inconnu. J'avais répondu avec prudence. La voix chaleureuse d'une femme âgée. Madame Sophie, c'est Elena Martinez, la grand-mère de Marie. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour appeler. Marie vient de me raconter sa rencontre avec votre fils aujourd'hui et je voulais m'assurer que sa visite n'avait pas posé de problème. Elle peut être très spontanée parfois. Je m'étais surprise à sourire. Madame Martinez, votre petite fille a apporté plus de joie dans notre maison aujourd'hui que nous n'en avons eu depuis très longtemps. Elle est la bienvenue n'importe quand. Elle a cet effet sur les joues, avait dit Elena doucement. Même dans notre petit appartement, elle remplit chaque recoin de lumière. Après avoir raccroché, j'avais pris une décision. Le lendemain, après la réunion du conseil, j'irai visiter le 20e arrondissement. Je voulais voir le monde qui avait produit une enfant comme Mary. Un monde qui, malgré tant moins que le mien, semblait infiniment plus riche dans les choses qui importaient le plus. Le lendemain, la salle de réunion des laboratoires Dubois bourdonnait de tension. 12 dirigeants en costume impeccable étaient assis autour d'une table en acajou qui avait coûté plus que ce que la plupart de leurs employés gagnaient en un an. J'étais à la tête écoutant à moitié le rapport trimestriel présenté par Laurence, notre directrice financière. En conclusion, avait dit Laurence, ajustant ses lunettes, si nos médicaments grand public continuent de bien fonctionner, la division de recherche sur les maladies rares saigne des ressources sans produire de résultats commercialisables. Le Conseil recommande une réduction immédiate de 40% du financement, avec une réévaluation complète dans 6 mois. Mon attention était revenue brusquement. La division de recherche sur les maladies rares avait été le projet passion de Catherine, son héritage. Avant l'accident, elle avait dirigé la division elle-même, déterminée à développer des traitements pour des affections qui touchaient trop peu de patients pour être rentables. Cette division n'est pas conçue pour être rentable tout de suite, avais-je dit calmement. Comme vous le savez tous, elle a été établie avec un calendrier de développement de 10 ans. Laurence avait éclairci sa gorge. Avec tout le respect que je vous dois, Sophie, cette décision a été prise dans des circonstances différentes. Les actionnaires sont préoccupés par notre trajectoire de croissance immédiate. Des circonstances différentes? Une façon polie de dire? Quand votre femme était en vie et que vous vous souciez de plus que du résultat net. J'avais senti une colère familière monter. La division reste entièrement financée, avais-je dit sèchement. Point suivant. Des regards s'étaient échangés autour de la table. Pierre, le membre du conseil le plus ancien, s'était penché en avant. Sophie, nous avons tous respecté la vision de Catherine, mais ce n'est pas une œuvre de charité. Nous avons une responsabilité envers nos actionnaires et envers nos patients. Avais-je riposté? Ou avons-nous oublié cette partie de notre énoncé de mission? La réunion avait continué avec une friction croissante. Au moment où elle s'était conclue, j'avais repoussé la menace immédiate sur la division de Catherine, mais je savais que c'était temporaire. Le conseil perdait confiance en mon leadership, considérant ma loyauté personnelle envers les projets de ma défunte femme comme du sentimentalisme
plutôt que des décisions commerciales saines. Alors que les cadres sortaient, mon assistante m'avait tendu une note. Julien avait demandé quand Marie arriverait. En vérifiant ma montre, j'avais réalisé que j'avais juste assez de temps pour visiter le 20e avant de rentrer. Le trajet de la scintillante tour des laboratoires Dubois à la Défense jusqu'au 20e arrondissement était de moins de 8 kilomètres, mais cela aurait aussi bien pu être un voyage dans un autre pays. Alors que mon chauffeur s'éloignait des gratte-ciels de verre du centre-ville, le paysage se transformait. Les chaînes de magasins laissaient place aux petits commerces de quartier. Les parcs bien entretenus devenaient des jardins communautaires entre les bâtiments. Les boutiques de créateurs étaient remplacées par des magasins discount avec des enseignes en plusieurs langues. J'avais demandé à mon chauffeur l'adresse fournie par Elena Martinez. Nous nous étions arrêtés devant un modeste immeuble de 3 étages, avec des jardinières remplies de fleurs éclatantes. Des enfants jouaient sur le trottoir, leurs vélos réparés avec du ruban adhésif. Des voisins s'appelaient d'un balcon à l'autre, partageant des nouvelles et des rires. « Attendez ici », avais-je dit à mon chauffeur, redressant ma cravate et m'approchant du bâtiment. L'appartement 3C était au dernier étage. J'avais monté les escaliers, remarquant comment le bâtiment, bien que visiblement vieillissant, était méticuleusement entretenu. Des photos de famille tapissaient les murs du couloir. Un vélo était soigneusement enchaîné à côté d'un paillasson brodé de bénédiction. Avant que je ne puisse frapper, la porte s'était ouverte pour révéler Elena Martinez, une femme sereine d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés tirés dans un chignon soigné et aux yeux qui correspondaient à ceux de Marie en couleur et en franchise. « Madame Sophie ?» avait-elle dit avec un sourire chaleureux. « Marie a dit que vous viendriez. S'il vous plaît, entrez. » L'appartement était petit mais impeccable. L'odeur du pain frais remplissait l'air. Des photos de famille et des diplômes encadrés couvraient les murs. Par une porte ouverte, j'avais aperçu une minuscule chambre où un bureau était couvert de livres scolaires et de dessins au crayon. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », avait dit Elena en désignant un canapé usé mais propre. « Je vais nous faire du thé. »« Merci de m'accueillir, Madame Martinez », avais-je dit, me sentant étrangement nerveuse, comme si c'était moi qui étais évaluée. « Je voulais vous remercier comme il se doit pour la gentillesse de votre petite fille hier. Elle a transformé ce qui devenait une journée très difficile. » Elena avait hoché la tête, posant un plateau avec des tasses à thé sur la table basse. Marie m'a raconté la fête vide. Les enfants peuvent parfois être involontairement cruels. Je suis désolé que votre fils ait vécu cela. Les autres parents avaient des inquiétudes, avais-je dit avec précaution, à propos de son fauteuil. Elena avait déclaré sans embâche, « Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils craignent que leurs enfants ne disent de la mauvaise chose, posent des questions embarrassantes, alors ils évitent complètement, ce qui est bien pire. » J'avais été frappé par sa franchise, si similaire à celle de Marie. Exactement. Mais Marie ne semblait même pas remarquer le fauteuil. « Oh, elle l'a remarqué », m'avait-elle corrigé, versant le thé dans des tasses délicates qui ressemblaient à des objets de famille. Mais Marie a été élevée pour comprendre que la valeur d'une personne réside dans la façon dont elle traite les autres, pas dans ce qu'elle a ou les défis auxquels elle fait face. Pendant que nous sirotions du thé, Elena m'avait raconté l'histoire de leur famille. Michael, le père de Marie, faisait des doubles postes dans la construction. Sarah, sa mère, était infirmière à l'hôpital général de Paris et était retournée à l'école le soir pour devenir infirmière praticienne. Nous n'avons pas beaucoup en termes matériels, avait dit Elena sans trace d'apitoiement. Mais nous avons la dignité, la foi et les uns les autres et de la manière qui compte vraiment, nous sommes très riches. J'avais pensé à mon manoir rempli d'œuvres d'art et d'antiquités inestimables et pourtant vide de rire, jusqu'à ce que Marie franchisse la porte. « Puis-je vous poser une question sur le grand-père de Marie ?» avais-je demandé, remarquant une photographie bien en évidence d'un homme à l'allure distinguée en toge universitaire. Le visage d'Elena s'était adouci de fierté. Roberto était un homme brillant,
un cardiologue spécialisé dans les affections pédiatriques. Il est venu aux États-Unis du Brésil avec rien d'autre que ses connaissances médicales et sa détermination à aider les enfants dont les familles ne pouvaient pas se permettre un traitement. Je m'étais penché en avant, réellement intéressé. Il a pratiqué ici à Paris pendant de nombreuses années au centre de santé communautaire, mais sa vraie passion était la recherche. Il a développé des protocoles de traitement qui utilisaient des médicaments disponibles localement pour aider les enfants dans les pays sans système de santé avancé. J'avais ressenti une pointe de curiosité professionnelle. Il a publié ses recherches de manière extensive, mais surtout dans des revues médicales espagnoles et portugaises. Il croyait que le savoir devait être accessible aux médecins partout, pas seulement à ceux qui lisent dans les revues anglaises. Une ombre avait traversé le visage d'Elena. Les grandes compagnies pharmaceutiques n'étaient pas intéressées par son travail. Pas de profit à aider les pauvres, disait-elle. J'avais grimacé, reconnaissant l'insensibilité de ma propre industrie. La porte d'entrée s'était ouverte et Marie était entrée en trombe, son sac à dos rebondissant sur son dos. « Grand-mère, j'ai eu un A en sciences. » Elle s'était arrêtée, les yeux écarquillés en me voyant. « Madame Sophie, vous êtes venue m'emmener voir Julien. Je voulais remercier votre grand-mère de vous avoir permis de visiter hier, avais-je expliqué. Et oui, si cela ne vous dérange pas, Julien espère que vous viendrez à nouveau. » Marie avait regardé sa grand-mère qui avait hoché la tête. « Les devoirs d'abord, ensuite tu pourras y aller. »« Je finirai super vite, » avait promis Marie, tirant déjà des livres de son sac à dos. Pendant que Marie travaillait à la table de la cuisine, Elena m'avait montré d'autres photographies de famille. L'une montrait Roberto dans une clinique de fortune, entouré d'enfants au visage radieux. C'était dans sa ville natale au Brésil, avait expliqué Elena. Chaque été, il y retournait pour prodiguer des soins gratuits. Il croyait que la guérison n'était pas seulement une question de médecine. C'était une question de voir les patients comme des personnes entières, dignes de respect, quelles que soient leurs circonstances. Quand Marie avait terminé ses devoirs, Elena avait emballé un contenant de biscuits fait maison. Un cadeau ne doit jamais visiter les mains vides, avait-elle rappelé à sa petite fille. Alors que nous nous préparions à partir, Elena m'avait pris la main. « Madame Sophie, j'espère que vous ne trouverez pas cela présomptueux, mais Roberto disait toujours que parfois l'univers rassemble exactement les bonnes personnes au bon moment. Peut-être que Julien et Marie se sont rencontrés pour une raison. » Pendant le trajet de retour vers Neuilly, j'avais observé Marie presser son visage contre la vitre, désignant son école et son parc préféré. Son excitation était contagieuse, faisant même sourire mon stoïque chauffeur dans le rétroviseur. « Madame Sophie, » avait dit Marie soudainement, « est-ce que Julien s'ennuie beaucoup de sa maman? » La question m'avait prise au dépourvu. « Oui, beaucoup, nous deux. » Marie avait hoché la tête pensivement. « Mon ami Marc à l'école a perdu son papa l'année dernière. Il a été très triste longtemps, mais maintenant il peut parler de son papa et sourire parfois. »« C'est bon à entendre, » avais-je dit, incertaine de la direction que prenait la conversation. « Julien n'a pas parlé de sa maman hier, » avait continué Marie. « Mais peut-être qu'un jour il pourra sourire quand il se souviendra d'elle aussi. » J'avais senti ma gorge se serrer. « Je l'espère, Marie. » À notre arrivée au manoir, Julien attendait à la fenêtre. Au moment où la voiture s'était arrêtée, il avait roulé son fauteuil jusqu'à la porte d'entrée plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des mois. « Tu es revenu !» s'était exclamé Julien alors que Marie montait les marches. J'ai apporté des biscuits et j'ai eu une idée pour les propulseurs à réaction de ton centre de commandement. Je les avais regardés s'éloigner, Julien en tête, montrant la rapidité avec laquelle il pouvait naviguer dans les couloirs dans son fauteuil roulant, Marie gardant le rythme assez cut, leur rire résonnant dans des pièces qui avaient été silencieuses trop longtemps. Debout dans mon hall en marbre, entouré de richesses et de privilèges, j'avais ressenti une sensation étrange, comme si j'étais la pauvre qui venait de recevoir un cadeau précieux. Une horloge avait sonné depuis le bureau, me rappelant les conférences téléphoniques en attente et les courriels urgents.
Mais pour la première fois depuis des années, j'avais ignoré les exigences de l'entreprise qui m'attendait dans mon bureau. Au lieu de cela, j'avais suivi le son des rires d'enfants, désireuse de voir quelles aventures un centre de commande spatiale improvisé pourrait contenir. 3 semaines s'étaient écoulées et un nouveau rythme s'était développé dans le manoir. Marie rendait visite presque tous les jours après l'école, apportant avec elle une énergie qui transformait le foyer autrefois sombre. La chambre de Julien avait changé progressivement. Des cartes des étoiles avaient remplacé les horaires médicaux sur les murs, et son fauteuil roulant arborait désormais des panneaux de commande improvisés fabriqués à partir de carton et de papier d'aluminium, grâce à l'imagination débordante de Marie. Je me retrouvais à quitter le bureau plus tôt, désireuse de rentrer chez moi, non pas dans le silence, mais dans le chaos créatif généré par les enfants. J'avais commandé une cabane dans les arbres accessible dans le jardin, un projet qui m'aurait semblé frivole des mois auparavant, mais qui me semblait maintenant essentiel. La réunion du conseil est dans 20 minutes, madame, m'avait rappelé mon assistante alors que je rassemblais mes documents. Le financement de la division de recherche est le principal point à l'ordre du jour. J'avais hoché la tête, me préparant à une autre confrontation. La pression pour réduire la division de Catherine s'était intensifiée. Les analystes de marché mettaient en doute mon jugement et les actionnaires devenaient agités. Lorsque j'étais entré dans la salle du conseil, j'avais immédiatement senti le changement d'atmosphère. Pierre était assis à ma place, à la tête de la table. « Oh, Sophie !» avait dit Pierre sans se lever, avec une cordialité fabriquée. Nous discutions juste de la proposition de restructuration. « Restructuration ?» avais-je répété, restant debout. Laurence avait fait glisser un document sur la table. Compte tenu de la trajectoire actuelle de la société, le Conseil estime qu'une approche plus agressive est nécessaire. Nous proposons une réduction de 60% de la division des maladies rares, avec effet immédiat. J'avais laissé le document intact. Cette division est non négociable. Il est peut-être temps de reconnaître que votre attachement personnel obscurcit votre jugement commercial, avait dit Pierre, son ton mesuré. Cette entreprise n'est pas un mémorial, Sophie. C'est une affaire. Les mots avaient me frappé avec précision, exactement comme prévu. J'avais senti la chaleur monter à mon visage. La division de Catherine développe des traitements qui aideront des milliers de patients, qui représentent moins de 2% du marché, avait interrompu Laurence. Pendant ce temps, nos concurrents augmentent leur part de marché dans les médicaments grand public alors que nous versons des ressources dans des projets avec un potentiel de rendement minimal. J'avais regardé autour de la table les cadres avec qui j'avais travaillé pendant des années. C'étaient des gens intelligents et capables qui avaient contribué à faire des laboratoires du bois un leader de l'industrie. Mais quelque part en chemin, l'objectif de l'entreprise s'était réduit de la guérison aux marges bénéficiaires. J'ai fondé cette entreprise pour aider les gens, avais-je dit doucement, pas seulement ceux qui représentent des données démographiques de marché favorables. Pierre avait soupiré de manière théâtrale. Personne ne remet en question votre idéalisme, Sophie, mais le Conseil a une responsabilité fiduciaire. Si vous ne pouvez pas prendre les décisions nécessaires, il est peut-être temps d'envisager une transition de leadership. La menace était suspendue dans l'air clair et sans équivoque. Je pouvais me battre et potentiellement perdre le contrôle de ma propre entreprise, ou je pouvais faire des compromis sur l'héritage de Catherine. J'ai besoin de temps pour examiner ces propositions correctement, avais-je finalement dit. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. En quittant la salle de réunion, j'avais senti le poids de l'attente de l'entreprise peser sur moi. Mon téléphone avait vibré avec un message de Lisa. Julien demande quand tu seras à la maison. Marie lui a appris à compter jusqu'à 10 en portugais aujourd'hui. J'avais esquissé un sourire malgré la pression. J'avais répondu par SMS. Dis-lui que je suis en route et que je veux apprendre le portugais aussi. En rentrant, mon esprit était partagé entre les stratégies d'entreprise et la simple joie qui m'attendait. Alors que la voiture tournait dans Neuilly, j'avais pris une décision.
Ce soir était pour Julien. Demain, je me battrai pour la vision de Catherine. À la maison, j'avais trouvé les enfants dans la bibliothèque. Marie lisait à haute voix un livre d'astronomie, tandis que Julien écoutait attentivement, posant parfois des questions qui montraient qu'il absorbait chaque mot. « Papa !» s'était exclamé Julien quand j'étais entré. « Marie dit qu'il y a des étoiles qui explosent et créent de nouveaux éléments. C'est vrai? » « Absolument », avais-je confirmé, desserrant ma cravate. « On appelle ça des supernovas. Comme quand quelque chose se termine mais crée quelque chose de nouveau et d'incroyable, » avait ajouté Marie pensivement. J'avais été frappé par la sagesse de son observation. Exactement comme ça. Ce soir-là, je m'étais jointe à eux pour le dîner, quelque chose que j'avais rarement fait avant que Marie n'entre dans nos vies. La conversation avait coulé naturellement, Marie racontant sa journée à l'école et Julien partageant des faits de sa dernière lecture. « Madame Sophie » avait demandé Marie soudainement, « Pourquoi les médicaments coûtent-ils si cher? » J'avais failli m'étouffer avec mon eau. « C'est une question compliquée, Marie. Ma maman dit que certains patients à l'hôpital ne peuvent pas se permettre leurs médicaments, même s'ils en ont vraiment besoin. » Son front s'était plissé d'une réelle inquiétude. Mais si quelqu'un fabriquait leurs médicaments, il ne pourrait pas juste les facturer moins cher. De la bouche des enfants, avais-je pensé. Comment expliquer l'économie pharmaceutique à une enfant de 8 ans? Des entreprises comme la mienne dépensent des milliards pour développer de nouveaux médicaments, avais-je commencé prudemment. La recherche est coûteuse et de nombreuses tentatives échouent avant que nous trouvions quelque chose qui fonctionne. Marie avait hoché la tête, assimilant cela, comme quand j'essaie de construire quelque chose et que je dois recommencer. Similaire, oui, mais à une échelle beaucoup plus grande. Mais une fois que vous avez trouvé, avait-elle insisté, vous ne pourriez pas le rendre moins cher pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent? Comme quand la boulangerie donne le pain de la veille à moitié prix. J'avais jeté un coup d'œil à Julien, qui observait l'échange avec intérêt. Certaines entreprises ont des programmes pour aider les personnes qui ne peuvent pas se permettre des médicaments, mais c'est compliqué à cause des investisseurs. Et c'est quoi un investisseur? Avait interrompu Julien. Ce sont des gens qui donnent de l'argent aux entreprises pour les aider à se développer, s'attendant à récupérer plus d'argent plus tard. Avais-je expliqué, consciente de simplifier à l'excès. Le visage de Marie s'était éclairé. « Oh, comme quand grand-mère me laisse l'aider dans son jardin. Je travaille maintenant, et plus tard, on a des tomates. » Je n'avais pas pu m'empêcher de rire. C'est en fait une très bonne analogie. Mes grand-mères donnent toujours des tomates supplémentaires à Madame Patel à côté parce qu'elle n'a pas de jardin, avait continué Marie. Elle dit, quand tu as assez, tu devrais partager. De la bouche des enfants, en effet. J'avais senti quelque chose se transformer en moi, une perspective qui avait été obscurcie par des années de pensée d'entreprise, soudain clarifiée par la sagesse simple d'une enfant. Après le dîner, alors que Lisa aidait Julien à se préparer pour le lit, j'avais proposé de raccompagner Marie chez elle. « Je peux te montrer quelque chose d'abord ?» avait demandé Marie, me menant à la table d'activité de la salle de jeu. Elle avait sorti un dessin coloré de ce qui semblait être Julien dans son fauteuil roulant, entouré d'étoiles et de planètes. « C'est pour l'anniversaire de Julien. Je sais qu'il est déjà passé, mais je voulais lui faire quelque chose de spécial. » J'avais étudié le dessin, ému par le soin évident dans chaque coup de crayon. Dans l'œuvre d'art de Marie, le fauteuil roulant de Julien n'était pas seulement un dispositif médical. C'était un magnifique vaisseau spatial avec des fusées et des panneaux de contrôle. Il va adorer ça, Marie. C'est une bande dessinée, avait-elle expliqué, me montrant des pages supplémentaires sur le commandant Julien explorant la galaxie. J'ai fait de son fauteuil roulant le vaisseau spatial le plus puissant de tous les temps. Sur le chemin de retour vers le 20e arrondissement, je m'étais retrouvé à réfléchir à la question de Marie sur le coût des médicaments. Sa perspective était simplifiée, certes, mais pas entièrement fausse. Quelque part en chemin, j'avais perdu de vue l'équilibre entre la nécessité commerciale et la compassion humaine. Quand nous étions arrivés à l'immeuble,
J'avais accompagné Marie jusqu'à la porte. Elena nous avait salués, m'invitant à prendre le thé. Pas ce soir, mais merci, avais-je décliné poliment. Je voulais demander, cependant, serait-il possible que Julien et moi vous rendions visite ce week-end? Peut-être samedi? Les yeux d'Elena avaient pétillé. Nous serions honorés. Je ferais ma spécialité, le feijoada. C'était le plat préféré de Roberto. Alors que je rentrais à Neuilly, mon téléphone avait sonné. C'était Pierre. Le conseil a convoqué une session d'urgence pour demain, avait annoncé Pierre sans préambule. 9 heures précises. Nous voterons sur la proposition de restructuration. Ce n'est pas ce dont nous avons convenu, avais-je protesté. Les circonstances ont changé. Le groupe Bertrand a manifesté son intérêt pour l'acquisition de notre division de santé grand public. C'est une offre substantielle, mais ils veulent des assurances concernant notre trajectoire de rentabilité. Le groupe Bertrand, un raider d'entreprise connu pour démanteler des sociétés et vendre les morceaux. J'avais serré plus fort le volant. Cette entreprise n'est pas à vendre, Pierre. Ce n'est plus votre seule décision, Sophie. 9 heures. Ne soyez pas en retard. L'appel s'était terminé, me laissant dans le silence. J'avais moins de 12 heures pour sauver l'héritage de Catherine et peut-être ma propre entreprise. À la maison, j'avais trouvé Julien encore éveillé, serrant une photographie encadrée de Catherine. « Salut mon grand, tu ne peux pas dormir. » Je m'étais assise sur le bord du lit. Julien avait secoué la tête. Je montrais à maman le centre de commandement spatial. Tu penses qu'elle aimerait ça? J'avais senti ma gorge se serrer. Elle adorerait ça, Julien. Ta maman a toujours cru à l'exploration de nouvelles frontières. Marie dit que maman nous regarde peut-être depuis les étoiles maintenant. J'avais souri à travers la douleur. C'est une belle pensée. Papa, Papa, la voix de Julien était devenue plus douce. Les enfants à l'école ne me parlent toujours pas. Est-ce que je n'aurais toujours qu'une seule amie? J'avais serré mon fils contre moi. Parfois, un véritable ami vaut plus qu'une centaine de connaissances. Mais les choses s'amélioreront, je te le promets. Alors que Julien s'endormait enfin, je m'étais retiré dans mon bureau. Sur mon bureau se trouvaient des piles de rapports financiers, d'analyse de marché et de communication avec les actionnaires. Je les avais mis de côté et avais sorti un vieil album photo poussiéreux. Les images racontaient l'histoire des débuts des laboratoires du bois. Catherine et moi dans un petit laboratoire, notre premier médicament révolutionnaire, l'ouverture de notre première usine de fabrication. Sur chaque photo, les yeux de Catherine brillaient d'un but. Nous avions fondé l'entreprise non pas pour devenir riches, mais pour aider les gens qui avaient besoin de guérison. J'avais pris mon ordinateur portable et avais commencé à taper furieusement. Si demain devait être une bataille pour l'âme de mon entreprise, je ne serais pas pris au dépourvu. Alors que minuit approchait, une idée avait commencé à prendre forme. Risquée, non conventionnelle, mais potentiellement transformatrice. J'avais travaillé toute la nuit, alimenté par le café et une conviction renouvelée. Quand l'aube s'était levée sur Paris, Sophie Dubois était prête à se battre, non seulement pour la division de Catherine, mais pour une vision entièrement nouvelle de ce que les laboratoires Dubois pourraient être. La salle du conseil des laboratoires Dubois était exceptionnellement bondée ce matin-là. En plus des dirigeants habituels, plusieurs actionnaires majeurs avaient été invités à témoigner de ce que Pierre avait présenté comme un réalignement stratégique critique. J'avais noté la présence de 2 représentants du groupe Bertrand, leurs intentions prédatrices à peine dissimulées derrière des sourires d'entreprise. J'étais arrivé précisément à 9 heures, ne portant qu'un mince portefeuille en cuir. Des cernes sombres creusaient mes yeux après la nuit blanche, mais ma posture exprimait une détermination inébranlable. Les conversations s'étaient tues à mon entrée. « Ah, Sophie !» m'avait salué Pierre avec une chaleur fabriquée. Nous discutions justement de l'excellente opportunité qui s'offre à nous. L'offre du groupe Bertrand ne sera pas nécessaire. Avais-je interrompu, prenant ma place légitime à la tête de la table. Parce que j'ai une proposition différente. Des murmures avaient parcouru la pièce.
J'avais ouvert mon portefeuille et distribué de minces dossiers à chaque membre du conseil. Mesdames et messieurs, j'ai fondé Laboratoire Dubois il y a 20 ans avec ma femme Catherine sur une prémisse simple. Développer des médicaments efficaces qui améliorent des vies. Quelque part en chemin, nous nous sommes éloignés de cette mission. Laurence avait ricané. Avec tout le respect que je vous dois, Sophie, cette entreprise a généré une valeur constante pour les actionnaires pendant 2 décennies. C'est notre mission. Vraiment, avais-je rétorqué. Notre énoncé de mission, qui est affiché dans le hall de cet immeuble, stipule que nous visons à faire progresser la santé humaine grâce à des médicaments innovants accessibles à tous ceux qui en ont besoin. À quand remonte la dernière fois où nous avons privilégié l'accessibilité à la marge bénéficiaire? Pierre s'était penché en avant. Ce sentimentalisme est précisément la raison pour laquelle nous sommes préoccupés par la direction actuelle. Le groupe Bertrand offre une voie claire vers une augmentation de la valorisation en sabrant la recherche, en licenciant la moitié de nos scientifiques et en augmentant les prix. Je connais leur playbook, avais-je terminé pour lui, désignant les dossiers. Ce que je propose à la place, c'est une restructuration stratégique de notre propre chef, une qui nous réaligne avec nos principes fondateurs tout en créant une croissance durable. La pièce était tombée silencieuse tandis que les membres du conseil examinaient les documents. Ma proposition était exhaustive. Un nouveau système de tarification par palier qui maintiendrait des taux préférentiels pour les compagnies d'assurance et les marchés développés tout en offrant des prix considérablement réduits dans les communautés mal desservies. Un programme de partenariat avec des centres de santé communautaires et, le plus surprenant, un engagement à allouer 15% des bénéfices à la division de recherche sur les maladies rares. C'est absurde, avait bredouillé Laurence. Vous proposez de réduire volontairement nos marges. Je propose que nous investissions dans notre avenir, avais-je corrigé. L'industrie pharmaceutique fait face à un examen public croissant et à une pression réglementaire sur les prix. En prenant de l'avance sur cette courbe, nous nous positionnons comme des leaders de l'industrie plutôt que comme des suiveurs réactifs. L'une des membres du conseil les plus discrètes, la doctoresse Hélène Chen, avait pris la parole. Les partenariats avec les centres de santé communautaires sont intrigants. Il y a un besoin non satisfait significatif là-bas, et l'établissement d'une loyauté dans ces milieux pourrait générer des avantages à long terme. Exactement, avais-je acquiescé. De plus, je propose que nous établissions la Fondation Catherine Dubois, dédiée à rendre nos médicaments les plus critiques accessibles aux patients qui ne peuvent pas se les permettre, non pas comme une charité, mais comme un investissement dans la bonne volonté et la réputation de la marque. Belle parole, avait dit Pierre avec dédain, mais les chiffres ne correspondent pas. Nous sacrifierions des rendements immédiats pour des avantages spéculatifs à long terme. J'avais anticipé cette objection. J'avais tourné à la dernière page de la proposition où des projections financières détaillées démontraient une voie vers une croissance durable qui, bien que plus lente que l'approche de destruction rapide du groupe Bertrand, produisait finalement une valeur à long terme plus stable. Le groupe Bertrand vous offre une poussée de sucre, avais-je dit directement aux actionnaires, un high rapid suivi d'un crash. Je propose une nutrition, une croissance constante et durable, basée sur une véritable innovation, plutôt que sur l'ingénierie financière. Le débat avait continué pendant des heures, devenant de plus en plus houleux. J'avais défendu chaque aspect de ma proposition avec la passion d'une femme luttant non seulement pour une entreprise, mais pour un héritage. À midi, le conseil était profondément divisé. Nous semblons être dans une impasse, avait finalement déclaré Pierre. Peut-être devrions-nous ajourner. Il avait été interrompu par mon téléphone qui sonnait. J'avais jeté un coup d'œil à l'écran, prêt à le faire taire, mais j'avais figé en voyant l'identification de l'appelant. Elena Martinez. « Excusez-moi, avais-je dit, me levant brusquement. Je dois prendre ça. » Dans le couloir, j'avais répondu avec une inquiétude grandissante. « Elena, tout va bien? » Le tremblement dans sa voix m'avait glacé. « Madame Sophie, je suis à l'hôpital général de Paris.
C'est mon cœur. Ils disent que j'ai besoin d'une chirurgie d'urgence. J'arrive tout de suite, avais-je dit sans hésitation. Quel service? Cardiologie, 4e étage. Mais Madame Sophie, il y a une complication. Le médicament dont j'ai besoin, le cardiasme, mon assurance ne couvrira pas le traitement complet. Il est fabriqué par Laboratoire Dubois, avais-je terminé. L'ironie ne m'avait pas échappé. Le cardiasme était l'un de nos produits phares, vendu à un prix qui le rendait inaccessible à de nombreux patients sans une assurance de premier ordre. J'arrive, Helena, et ne vous inquiétez pas pour le médicament. Je m'occupe de tout. J'étais retourné dans la salle du conseil, mes priorités soudainement cristallisées avec une clarté douloureuse. Je m'excuse, mais j'ai une urgence personnelle. Nous devrons continuer cette discussion demain. Pierre s'était levé pour protester. Sophie, nous ne pouvons pas juste demain. Pierre, avais-je dit avec une telle finalité que même lui s'était tu. En 20 minutes, je traversais les couloirs de l'hôpital général de Paris. J'avais trouvé Helena dans une chambre privée, l'air plus petite et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Marie était assise à côté du lit, tenant la main de sa grand-mère avec une immobilité inhabituelle. « Madame Sophie !» s'était exclamée Marie, se levant d'un bond. « Vous êtes venue? » « Bien sûr que oui, avais-je dit, me dirigeant vers Helena. « Comment vous sentez-vous? »« Comme un vieux moteur qui a besoin de nouvelles pièces, » avait plaisanté Helena faiblement. « Les médecins disent que j'ai besoin d'un stent et d'un régime médicamenteux spécial. La procédure, ils peuvent la gérer, mais le médicament... » Elle avait laissé sa phrase en suspens, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Je lui avais serré la main. « N'y pensez plus. J'ai déjà parlé à la pharmacie de l'hôpital. Tout ce dont vous avez besoin sera fourni. » Des larmes avaient monté aux yeux d'Helena. « Madame Sophie, je ne peux pas accepter une telle charité. » « Ce n'est pas de la charité, Helena. C'est ce que les voisins font les uns pour les autres. » Les mots m'avaient semblé justes en les prononçant, me rappelant quelque chose qu'elle m'avait dit sur sa propre communauté. Un médecin était entré, son carnet de notes à la main. « Madame Martinez, nous sommes prêts à vous préparer pour la procédure. » Alors qu'ils emmenaient Helena vers la salle d'opération, Marie s'était accrochée à ma main. « Grand-mère va aller bien ?» avait-elle murmuré. Je m'étais accroupi à son niveau, ne voyant pas l'enfant qui avait transformé la vie de mon fils, mais une petite fille effrayée face à sa pire peur. « Ta grand-mère reçoit les meilleurs soins. Les médecins ici sont excellents. Mais si quelque chose tourne mal, et si elle... » Marie n'avait pas pu finir la phrase. « Hé, avais-je dit doucement, tu te souviens de ce que tu as dit à Julien à propos des supernovas? Comment elle craignent quelque chose de nouveau et d'incroyable? Ta grand-mère est forte. Elle s'en sortira. » Alors que nous nous installions dans la salle d'attente, j'avais passé des appels, d'abord à Lisa pour expliquer la situation et lui demander de prévenir Julien, puis au directeur de la pharmacie de l'hôpital, m'assurant qu'Helena recevrait non seulement le cardiasme, mais aussi tout autre médicament dont elle aurait besoin pendant sa convalescence. « Mais madame, » avait protesté le directeur de la pharmacie, « le coût dépasserait les 20 000 €. Facturez-moi directement, avais-je instruit, et je veux que cela soit géré discrètement. Madame Martinez n'a pas besoin de connaître les détails. » Les heures s'étaient écoulées lentement. J'étais resté assise avec Marie, qui alternait entre un silence anxieux et des éclats de questions sur des procédures cardiaques qui révélaient à quel point elle avait absorbé des connaissances médicales de sa mère infirmière. Quand Michael et Sarah Martinez étaient arrivés, se précipitant directement de leur lieu de travail respectif, j'avais été frappé par la ressemblance familiale immédiate. Pas seulement les traits physiques, mais la même dignité tranquille qui caractérisait Helena. « Madame Sophie, » avait dit Sarah, me tendant la main, « merci d'être restée avec Marie. Nous sommes arrivés aussi vite que possible. » « Bien sûr, » avais-je répondu, impressionné par son sang-froid, malgré l'inquiétude gravée sur son visage. « Votre mère est entre d'excellentes mains. »
Michael Martinez avait l'air épuisé, portant encore son gilet de sécurité de chantier par-dessus une chemise couverte de poussière. Le médicament, avait-il commencé hésitamment. Ils nous ont dit que le coût a été pris en charge, les avais-je assurés. S'il vous plaît, n'y pensez plus. La famille Martinez avait échangé des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Nous ne pouvons pas accepter, avait commencé Michael. Je l'avais interrompu doucement. S'il vous plaît, considérez cela comme un remboursement pour le cadeau que votre fille a fait à ma famille. Avant qu'il ne puisse protester davantage, le chirurgien était apparu, encore en tenue. La procédure a réussi, avait-il annoncé. Nous avons posé le stent et Mme Martinez est stable. Elle devra rester hospitalisée pour observation pendant quelques jours, mais son pronostic est excellent. Le soulagement dans la pièce était palpable. Marie avait serré ses parents dans ses bras, puis m'avait surprise en me serrant aussi dans ses bras. « Merci », avait-elle murmuré. Alors que la famille Martinez allait voir Elena en salle de réveil, j'étais resté dans la salle d'attente, mon esprit faisant la navette entre l'hôpital et la salle du conseil que j'avais quittée abruptement. Les événements de la journée avaient cristallisé quelque chose en moi, une clarté de but que je n'avais pas ressentie depuis la disparition de Catherine. Mon téléphone avait vibré avec des messages des membres du conseil exigeant des mises à jour sur l'ajournement de la réunion. J'avais tout ignoré, sauf un message de la doctoresse Chen. Votre proposition a du mérite. N'abandonnez pas. Une infirmière s'était approchée, tenant un carnet de notes. Madame Sophie, Madame Martinez vous demande. J'avais trouvé Elena éveillée mais étourdie en salle de réveil. Sa famille était sortie un instant, nous laissant seuls. « Vous m'avez sauvé la vie », avait dit Elena simplement. « Les médecins ont fait ça », avais-je corrigé. « Le médicament, avait-elle commencé, n'est pas quelque chose dont vous devriez vous inquiéter. » Les yeux d'Elena, bien que fatigués, étaient restés vifs. Avant qu'il ne m'emmène à l'opération, j'ai dit quelque chose à Marie. J'ai dit, même quand on est malade, souris. La gentillesse continue de croître, même quand le jardinier s'en va. Mon Roberto disait ça. J'avais hoché la tête, touché par la sagesse. Madame Sophie, avait continué Elena, sa voix se renforçant. Roberto a laissé plus que des souvenirs. Dans son bureau à la maison, il y a des boîtes de ses recherches, des études sur la façon de rendre les médicaments cardiaques plus abordables sans sacrifier l'efficacité. Les grandes entreprises n'étaient pas intéressées parce que cela ne maximiserait pas les profits, avais-je terminé, une nouvelle idée commençant à se former. Elena avait hoché la tête. Exactement. Mais peut-être entre les bonnes mains. Une infirmière était entrée pour vérifier les signes vitaux d'Elena, mettant fin à notre conversation. Alors que je me préparais à partir, promettant d'amener Julien bientôt en visite, j'avais ressenti un sens du devoir renouvelé. Il y avait une réunion du conseil à sauver, une entreprise à réorienter et peut-être un héritage à honorer qui s'étendait au-delà de ma propre famille. Dans le couloir de l'hôpital, j'avais appelé mon scientifique de recherche le plus fiable. « Jacques, j'ai besoin que tu examines quelque chose pour moi. » Un médecin nommé Roberto Martinez. La convalescence d'Elena avait progressé régulièrement au cours de la semaine suivante. J'avais fait en sorte que le meilleur spécialiste de l'hôpital supervise ses soins, bien que je l'ai fait discrètement, respectant la fierté de la famille. Chaque jour après l'école, j'amenais Marie et Julien en visite, observant comment la présence des enfants semblait accélérer la guérison d'Elena plus efficacement que n'importe quel médicament. Le 5e jour après l'opération d'Elena, j'étais arrivé à l'appartement des Martinez avec un objectif au-delà de la simple visite. Sarah Martinez avait ouvert la porte, l'air fatiguée mais sereine après un quart de nuit à l'hôpital. « Madame Sophie, entrez. Maman se sent beaucoup plus forte aujourd'hui. » L'appartement semblait différent sans Elena. Plus calme, mais toujours imprégné de la chaleur qui caractérisait la famille. Marie était à l'école et Michael au travail, ne laissant que Sarah gérer à la fois les préparatifs de la convalescence de sa mère et ses propres responsabilités professionnelles. Je ne resterai pas longtemps, avais-je promis.
J'espérais pouvoir consulter les documents de recherche du Dr. Martinez, si cela était possible. Sarah avait eu l'air surprise. Les recherches de mon père, puis-je demander pourquoi? J'avais choisi mes mots avec soin. Votre mère a mentionné qu'il avait développé des approches innovantes en matière de médicaments de cardiologie, en particulier des moyens de les rendre plus abordables sans compromettre l'efficacité. Compte tenu des défis actuels de mon entreprise, je réévalue notre approche en matière d'accessibilité des médicaments. Sarah m'avait étudié un instant, puis avait hoché la tête. Par ici, elle m'avait mené à une petite pièce qui servait clairement à plusieurs usages. Bureau à domicile, chambre d'amis et espace de rangement. Des boîtes soigneusement étiquetées tapissaient un mur, chacune marquée de l'écriture précise de Roberto. Papa était méticuleux, avait expliqué Sarah, tirant plusieurs boîtes. Tout est organisé par phase de recherche et statut de publication. Les travaux non publiés sont dans ces dossiers bleus. Je l'avais remercié et, avec sa permission, avait commencé à examiner attentivement les documents. Ce que j'avais trouvé m'avait stupéfaite. Le Dr. Roberto Martinez avait développé une méthode de synthèse alternative pour plusieurs médicaments de cardiologie, y compris des composés très similaires à notre propre cardiasme. Son approche réduisait les coûts de production de près de 60% tout en maintenant l'efficacité thérapeutique. C'est brillant, avais-je murmuré, examinant une approche particulièrement innovante. Pourquoi ces méthodes n'ont-elles pas été adoptées? Sarah avait soupiré, s'asseyant en face de moi. Papa a essayé. Il a soumis à de grandes revues, a contacté des compagnies pharmaceutiques, y compris la vôtre, en fait, bien que ce fût probablement avant votre époque. Ils ont tous dit la même chose. Pas commercialement viable. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que cela ne générait pas assez de profit. Quand ces travaux ont-ils été effectués? Avais-je demandé, notant des dates de la fin des années 1990. Tout au long de sa carrière, mais son travail le plus innovant a été au cours de sa dernière décennie. Après avoir pris sa retraite de la pratique clinique, il s'est entièrement consacré à la recherche. Sarah avait sorti un autre dossier. C'était son magnum opus, une approche globale pour rendre les médicaments cardiaques accessibles dans les milieux à faibles ressources. Il l'a publié dans le Journal brésilien de cardiologie, mais cela n'a jamais pris d'ampleur dans les revues de langue anglaise. J'avais examiné attentivement le document, reconnaissant immédiatement sa brillance. La méthodologie n'était pas seulement intelligente, elle était révolutionnaire dans son approche de l'équilibre entre coût et efficacité. Puis-je en prendre des copies? Avais-je demandé. J'aimerais que mon équipe de recherche les examine. Sarah avait hésité. Dans quel but exactement? Pour potentiellement les mettre en œuvre. J'avais répondu honnêtement. Avec le crédit complet à votre père, bien sûr. L'expression de Sarah était restée réservée. Mais Madame Sophie, ces méthodes réduiraient considérablement la marge bénéficiaire de ces médicaments. Pourquoi votre entreprise s'y intéresserait-elle? C'était une question juste, une que l'ancienne Sophie Dubois se serait posée. Parce que je commence à comprendre que le but de la médecine n'est pas seulement de générer de la richesse, mais de guérir les gens. Tous les gens, pas seulement ceux qui peuvent se permettre des prix premium. Sarah m'avait étudié, semblant peser ma sincérité. Maman a dit que vous étiez différente de la plupart des hommes d'affaires qu'elle l'avait rencontrés. Elle a dit que Marie l'avait vu en premier. Votre fille a un don pour voir au-delà des apparences, avais-je reconnu. Sarah avait hoché la tête lentement. Prenez ce dont vous avez besoin. Papa aurait voulu que son travail aide les gens, peu importe qui le met en œuvre. J'avais passé les 2 heures suivantes à scanner soigneusement les documents avec mon téléphone, posant occasionnellement des questions à Sarah sur la méthodologie de son père. Au moment où j'avais terminé, j'avais accumulé un trésor d'approches innovantes qui avait été ignoré simplement parce qu'elle privilégiait l'accessibilité à la maximisation du profit. Merci, avais-je dit sincèrement en me préparant à partir. Cela pourrait être transformateur. Sarah m'avait accompagné à la porte. « Madame Sophie, puis-je vous demander quelque chose de personnel? » « Bien sûr.
Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes une femme d'affaires à succès qui aurait pu continuer à maximiser les profits sans y penser à deux fois. Pourquoi cet intérêt soudain pour l'accessibilité? J'avais réfléchi à la question. Ce n'était pas soudain. C'était Marie et Julien et votre mère. J'avais fait une pause, trouvant les bons mots. Parfois, nous construisons des murs autour de nos cœurs, non pas parce que nous sommes cruels, mais parce que cela semble nécessaire pour la survie. Ces murs peuvent empêcher la douleur d'entrer, mais ils empêchent aussi la sagesse. Votre famille m'a aidé à me souvenir de ce qui compte. L'expression de Sarah s'était adoucie. Papa disait que la vraie guérison se produit lorsque nous reconnaissons l'humanité de l'autre. Il semble être un homme sage. J'aurais aimé le rencontrer. D'une certaine manière, vous le rencontrez, avait répondu Sarah, à travers son travail. De retour au laboratoire du bois, j'avais convoqué une réunion d'urgence avec mes meilleurs scientifiques chercheurs. Jack Peterson, le chef de la recherche et du développement, avait déjà commencé à examiner les méthodologies de Roberto. C'est un travail remarquable, Sophie, avait dit Jacques, étalant les documents sur la table de conférence. Martinez avait des décennies d'avance sur son temps en termes de synthèse rentable. Nous pourrions mettre en œuvre certaines de ces approches presque immédiatement. Quel serait l'impact sur les coûts de production? Avais-je demandé. Pour le cardiasme seul, nous pourrions réduire les coûts d'au moins 40%. L'effet d'entraînement sur notre gamme de produits cardiaques pourrait être encore plus important. J'avais hoché la tête, ma détermination se renforçant. Je veux un plan de mise en œuvre complet sur mon bureau demain matin. Et Jacques, cela reste entre nous pour l'instant. Le lendemain, j'étais entré dans la réunion du conseil reportée avec une confiance renouvelée. Pierre et les autres directeurs étaient visiblement agacés par l'ajournement abrupt de la veille. « J'espère que l'urgence qui vous a éloigné a été résolue », avait dit Pierre avec ironie. Les représentants du groupe Bertrand s'impatientent. « Ils devront patienter un peu plus longtemps », avais-je répondu, prenant ma place à la tête de la table, parce que je ne vends pas cette entreprise. Je la transforme. Avant que quiconque puisse objecter, j'avais lancé une présentation qui avait laissé le conseil stupéfait. J'avais exposé une approche révolutionnaire de la fabrication pharmaceutique basée sur les méthodologies de Roberto Martinez, démontrant comment les laboratoires du bois pourraient réduire considérablement les coûts de production tout en maintenant la qualité. Avec ces innovations, avais-je conclu, nous pouvons créer une structure de prix double, en maintenant les prix actuels sur les marchés traditionnels tout en offrant des prix considérablement réduits pour les centres de santé communautaires et les populations mal desservies. Nous élargissons notre portée sur le marché, améliorons notre image publique et maintenons toujours des marges bénéficiaires saines, bien que légèrement réduites. Laurence avait eu l'air sceptique. Ces méthodes, elles sont non testées, non prouvées dans la production à grande échelle. En fait, avais-je rétorqué, elles ont été prouvées efficaces dans des environnements cliniques à travers l'Amérique latine depuis plus d'une décennie. Elles ont simplement été ignorées par les grandes compagnies pharmaceutiques parce qu'elles privilégient l'accessibilité au profit maximal. La doctoresse Chen, qui avait examiné les détails techniques avec une excitation croissante, avait pris la parole. La science est solide. Cela pourrait nous positionner comme des innovateurs dans la production rentable. Il y a un avantage significatif à être les premiers. Le débat avait continué pendant des heures, le conseil étant profondément divisé. Les représentants du groupe Bertrand avaient proféré des menaces à peine voilées d'activisme actionnarial si leur offre n'était pas acceptée. Finalement, j'avais joué ma carte maîtresse. Mesdames et messieurs, demain matin, j'annoncerai la création de la Fondation Martinez dédiée à rendre les médicaments essentiels accessibles à tous les patients. Les laboratoires du bois seront restructurés pour soutenir cette mission. Vous pouvez soit faire partie de cette transformation, soit vendre vos actions maintenant. Le choix vous appartient. Le visage de Pierre s'était empourpré de colère. Vous ne pouvez pas prendre ces décisions unilatéralement, Sophie. Le conseil,
Je contrôle toujours 51% des actions votantes, avais-je interrompu calmement. Je ne demande pas la permission. Je vous offre l'opportunité de faire partie de quelque chose de révolutionnaire. Alors que la réunion s'ajournait dans le désarroi, la doctoresse Chen m'avait approché en privé. C'était toute une performance. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Mais Pierre et ses alliés ne baisseront pas les bras sans se battre. Je compte là-dessus, avais-je répondu. Parfois, les causes les plus nobles exigent des batailles les plus féroces. Plus tard ce soir-là, j'avais rendu visite à Elena à l'hôpital, emmenant Julien et Marie avec moi. Nous l'avions trouvée assise dans son lit, les couleurs revenant à ses joues. Le docteur dit que je peux rentrer à la maison demain, avait annoncé Elena joyeusement. Juste à temps pour la foire scientifique de Marie. Foire scientifique, avais-je demandé, regardant Marie. Marie avait hoché la tête avec enthousiasme. Je fais un projet sur le fonctionnement du cœur. Maman m'a aidé à faire un modèle qui pompe vraiment. En parlant de science, avais-je dit nonchalamment, j'ai examiné les recherches de votre mari, Elena. C'est un travail remarquable. Les yeux d'Elena s'étaient illuminés. Roberto serait si heureux d'entendre ça. Il a toujours dit que ses idées avaient juste besoin de trouver le bon public. Je pense qu'elles l'ont enfin trouvé, avais-je répondu. Avec la permission de votre famille, j'aimerais mettre en œuvre certaines de ces approches chez Laboratoire Dubois et établir une fondation en son nom. La main d'Elena s'était portée à sa bouche, surprise. Marie avait regardé entre nous deux, ne comprenant pas entièrement la signification, mais sentant l'émotion dans la pièce. « Vous feriez ça ?» avait demandé Elena doucement. « Ce serait un honneur, avais-je répondu. Le travail de Roberto mérite d'être reconnu, et plus important encore, il mérite d'aider les gens. » Alors que nous discutions des détails, Julien s'était rapproché de Marie, qui lui montrait ses croquis de foire scientifique. Les deux enfants avaient développé un style de communication qui leur était propre. La nature plus calme de Julien, complétée par l'exubérance de Marie, créant un équilibre qui faisait ressortir le meilleur des deux. « Papa, » avait dit Julien soudainement, interrompant la conversation des adultes. « On peut faire une soirée pyjama. Marie n'en a jamais fait, et je veux lui montrer comment les étoiles ressemblent depuis mon télescope. » J'avais jeté un coup d'œil à Elena, qui avait souri d'approbation. « Bien sûr, mon grand, tant que ça va avec Madame Martinez. » Alors que nous nous préparions à partir, Elena avait demandé un moment seul avec moi. Quand les enfants étaient partis dans le couloir avec une infirmière, elle m'avait pris la main. « Sophie, » avait-elle dit, utilisant mon prénom pour la première fois, « ce que vous faites avec le travail de Roberto, cela signifierait tout pour lui. Mais je dois demander pourquoi. Cela réduira sûrement les bénéfices de votre entreprise. » J'avais pensé à la réunion du conseil, à la fureur de Pierre, à la bataille incertaine à venir. Puis j'avais pensé au rire de Julien, à la sagesse de Marie et à la dignité tranquille de la famille Martinez. Parce que certaines choses comptent plus que l'argent, avais-je dit simplement. Catherine le comprenait. Je l'avais oublié jusqu'à ce que Marie me le rappelle. Elena m'avait serré la main. Roberto disait que la vraie richesse se mesure aux vies que l'on touche, pas à l'argent que l'on accumule. Il avait raison, avais-je acquiescé, et je commence juste à comprendre à quel point je peux être riche. Alors que je marchais dans le couloir de l'hôpital avec Julien et Marie, bavardant avec excitation de leur projet de soirée pyjama, mon téléphone avait vibré avec un message urgent de mon assistante. Pierre a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour vendredi. Lutte par procuration imminente. La bataille pour Laboratoire Dubois et pour l'héritage de Roberto Martinez ne faisait que commencer. Le matin de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il faisait clair et vif. Je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant les premiers rayons du soleil illuminer le panorama parisien. Aujourd'hui déterminerait non seulement l'avenir des laboratoires Dubois, mais aussi l'héritage de deux familles unies par des circonstances inattendues. « Papa, tu es nerveuse pour ta grande réunion? »
Julien était apparu dans l'embrasure de la porte, toujours dans son pyjama à thème spatial, son fauteuil roulant orné des panneaux de contrôle que Marie et lui avaient fabriqués. J'avais souri, m'émerveillant de la perspicacité de mon fils, qui s'était aiguisé ces dernières semaines. Un peu. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas facile. Julien s'était rapproché avec son fauteuil. Marie dit que son grand-père lui a toujours dit qu'être courageux ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Ça veut dire que tu fais ce qui est juste même quand tu as peur. Le docteur Martinez était un homme sage, avais-je dit, m'accroupissant à la hauteur de mon fils. Et Marie a de la chance d'avoir sa sagesse. On a tous les deux de la chance, avait répondu Julien, avec une maturité inattendue. Avant que Marie n'arrive, tout était sombre. Maintenant, non. J'avais serré mon fils dans une douce étreinte, sentant les petites épaules qui portaient une compréhension si profonde. Tu as raison, mon grand. Maintenant, non. Au siège des laboratoires du bois, la plus grande salle de conférence était pleine à craquer. Des actionnaires majeurs étaient venus des quatre coins du pays et la tension était palpable. Pierre avait passé les 48 dernières heures à rallier des soutiens, dépeignant ma nouvelle vision comme un idéalisme dangereux qui détruirait la valeur actionnariale. J'étais entré dans la salle, flanqué de la doctoresse Chen et de Jack Peterson. Un silence était tombé sur les investisseurs et les membres du conseil assemblés alors que je prenais ma place au podium. Mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui. Avais-je commencé, ma voix stable malgré les enjeux. Je sais que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par la direction que je propose pour le laboratoire du bois. Vous avez entendu des termes comme rentabilité réduite et restructuration risquée. Ce que vous n'avez pas entendu, c'est l'histoire complète. J'avais cliqué sur la première diapositive de ma présentation, une photographie du Dr. Roberto Martinez dans sa clinique, entouré d'enfants dont il avait sauvé la vie. Voici le Dr. Roberto Martinez. Il y a 20 ans, il a développé des méthodologies qui auraient pu transformer l'accessibilité des médicaments cardiaques dans le monde entier. Son travail a été rejeté, y compris par cette entreprise, non pas parce qu'il manquait de mérite, mais parce qu'il privilégiait l'accès des patients à la marge bénéficiaire maximale. Pierre s'était levé. Sophie, cet appel émotionnel n'a pas sa place dans une discussion commerciale. Les actionnaires sont ici pour discuter de données financières concrètes, pas de sentimentalité. En fait, avais-je interrompu, ils sont ici pour évaluer une proposition commerciale. Je vous suggère de me laisser la présenter avant de la rejeter. L'heure suivante fut la présentation la plus importante de ma carrière. Avec une précision méthodique, j'avais exposé la méthodologie Martinez et son impact potentiel sur les coûts de production des laboratoires du bois. Jack Peterson avait fourni une validation scientifique, tandis que la doctoresse Chen avait présenté une analyse financière complète, montrant comment des coûts de production réduits pouvaient permettre une stratégie de tarification double, maintenant des prix élevés sur les marchés traditionnels, tout en offrant des prix considérablement réduits dans les communautés mal desservies. Le résultat né, avais-je conclu, est une réduction projetée de 15% de la marge bénéficiaire globale, mais une expansion de 40% de la portée du marché. Plus important encore, nous positionnons Laboratoires du bois comme un leader de l'industrie dans les pratiques pharmaceutiques éthiques, en avance sur les changements réglementaires qui sont inévitablement à venir. Pierre n'avait pas perdu de temps pour lancer sa contre-attaque. C'est de l'idéalisme irresponsable, avait-il déclaré. L'industrie pharmaceutique fonctionne selon des modèles économiques établis pour de bonnes raisons. La relation personnelle de Sophie avec la famille Martinez est clairement obscurci son jugement. Le débat était devenu houleux, les actionnaires étant divisés. Les représentants du groupe Bertrand avaient clairement fait connaître leur position. Si mon plan était adopté, ils retireraient immédiatement leur offre d'acquisition. Alors que la discussion atteignait son point le plus litigieux, les portes de la salle de conférence étaient ouvertes. Un silence était tombé sur la pièce alors qu'Elena Martinez entrait, soutenue par Sarah d'un côté et Michael de l'autre. Marie suivait, portant un panneau d'affichage en carton.
À la surprise générale, Julien était entré à ses côtés, accompagné de Lisa. « Excusez l'interruption », avait dit Elena avec une dignité tranquille. « Mais je crois que nous avons quelque chose de pertinent à apporter à cette discussion. » Je m'étais avancé pour les saluer, sincèrement surprise. « Elena, vous devriez vous reposer. » « Certaines choses valaient la peine de se lever, » avait-elle répondu avec un sourire. « Pouvons-nous présenter quelque chose à vos actionnaires? » Pierre avait commencé à objecter, mais plusieurs actionnaires curieux avaient exprimé leur intérêt. J'avais hoché la tête en signe d'approbation, leur cédant la parole. Marie s'était avancée avec son projet de foire scientifique, une analyse complète de l'accessibilité des médicaments cardiaques dans les communautés à faible revenu, illustrée de statistiques, de graphiques et d'histoires personnelles, de patients du centre de santé communautaire où travaillait sa mère. Mon grand-père croyait que la médecine devrait aider tout le monde, pas seulement les gens avec beaucoup d'argent, avait expliqué Marie avec une franchise désarmante. Il a trouvé un moyen de fabriquer des médicaments pour le cœur qui coûtent moins cher, mais qui sont tout aussi efficaces. Sarah avait suivi avec une présentation plus technique, s'appuyant sur son expérience d'infirmière pour décrire l'impact réel de l'inaccessibilité des médicaments. Chaque année, nous voyons des centaines de patients qui rationnent leurs médicaments en raison du coût, ce qui entraîne des complications et des hospitalisations évitables. Le coût humain est incommensurable, mais le coût économique pour notre système de santé dépasse les 300 milliards d'euros par an. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même Pierre semblait momentanément sans voix. Elena avait alors parlé, sa voix douce mais impérieuse. Mon mari a dédié sa vie à guérir les autres. Il a compris quelque chose qu'il est facile d'oublier dans des salles de conseil comme celle-ci. La médecine est une confiance sacrée. Son but est de soulager la souffrance, pas de maximiser la richesse. Il y a de la place à la fois pour un profit équitable et une pratique éthique. Elle s'était tournée vers moi. Madame Sophie le comprend. Maintenant, la question est de savoir si vous, en tant que gardien de cette entreprise, choisirez de le comprendre aussi. Alors qu'Elena terminait de parler, Julien s'était avancé avec son fauteuil. Ma maman disait qu'être une réussite, c'est aider les autres à réussir aussi. Sa voix était calme, mais claire dans la pièce silencieuse. Je pense que c'est ce que mon papa essaie de faire. J'avais ressenti un élan de fierté et de gratitude sans pareil dans ma carrière d'entreprise. La famille Martinez avait mis à nu la question fondamentale au cœur de l'industrie pharmaceutique. Était-ce avant tout une profession de guérison qui générait des profits ou une entreprise génératrice de profits qui impliquait la guérison? Alors que la famille Martinez prenait place à l'arrière de la pièce, la discussion des actionnaires avait repris sur un ton nettement différent. Les préoccupations financières demeuraient, mais l'élément humain ne pouvait plus être ignoré. Plusieurs investisseurs institutionnels majeurs qui s'étaient auparavant rangés du côté de Pierre avaient commencé à poser des questions plus nuancées sur le calendrier de mise en œuvre et le positionnement sur le marché de ma restructuration proposée. Le tournant était survenu lorsque Evelyn Richards, représentant l'un des plus grands fonds de pension, avait pris la parole. Je suis dans cette industrie depuis 30 ans et j'ai vu des entreprises s'élever et chuter. Celles qui prospèrent à long terme sont celles qui s'adaptent aux attentes sociales changeantes avant d'y être contraintes par la réglementation. Ce que Mme Sophie propose n'est pas seulement éthiquement juste, c'est stratégiquement prémonitoire. Le vote, quand il était finalement arrivé, fut serré mais décisif. 54% en faveur de mon plan de restructuration, avec un mandat pour mettre en œuvre les méthodologies Martinez dans toute la gamme de médicaments cardiaques des laboratoires du bois. Pierre et ses alliés les plus proches avaient démissionné du conseil sur le champ. Les représentants du groupe Bertrand étaient partis sans un mot. Alors que la pièce se vidait, je m'étais retrouvé entouré de la famille improbable qui avait tout changé. Elena, Sarah, Michael, Marie et Julien. Nous l'avons fait, avais-je dit simplement. Vous l'avez fait, avait corrigé Elena. Roberto serait si fier de voir son travail enfin reconnu. Ce n'est que le début, avais-je promis.
La Fondation Martinez veillera à ce que son héritage continue de croître. 6 mois plus tard, la transformation des laboratoires Dubois était bien engagée. Les coûts de production de notre gamme de médicaments cardiaques avaient diminué de 37% grâce aux méthodologies de Roberto, ce qui nous avait permis de lancer un programme d'accès communautaire qui fournissait des médicaments à des prix considérablement réduits aux cliniques desservant les populations mal desservies. Wall Street avait initialement pénalisé le cours de l'action de l'entreprise, mais à mesure que le programme gagnait en visibilité nationale et que les groupes de défense des patients se ralliaient à l'initiative, le prix de l'action avait non seulement récupéré, mais s'était renforcé. D'autres compagnies pharmaceutiques commençaient à faire face à des questions inconfortables sur la raison pour laquelle elles ne pouvaient pas mettre en œuvre des programmes d'accès similaires. Par un après-midi d'automne parfait, je me tenais dans le nouveau centre de recherche Roberto Martinez dédié au siège des laboratoires Dubois. Cette installation à la pointe de la technologie se concentrerait exclusivement sur le développement de protocoles de médicaments abordables pour un accès mondial. Sarah Martinez avait accepté le poste de directrice de l'implémentation communautaire, apportant son expertise clinique au travail de la Fondation. Mais la transformation la plus profonde ne s'était pas produite dans le monde de l'entreprise, mais chez moi. Le manoir, autrefois silencieux, résonnait maintenant régulièrement des rires d'enfants. Le fauteuil de commande de Julien avait évolué en une création élaborée avec de véritables composants électroniques, grâce à un jeune ingénieur de la division de recherche qui offrait son temple. Julien lui-même s'était épanoui. Bien qu'il soit toujours dans son fauteuil roulant, il ne se définissait plus par ses limitations. Il était retourné à l'école avec une nouvelle confiance, et si tous ses camarades n'avaient pas surmonté leur malaise, quelques-uns avaient commencé à voir au-delà du fauteuil, le garçon lui-même. Quant à Marie, elle était devenue un élément essentiel du foyer Dubois, partageant son temps entre l'appartement de sa famille et le manoir de Julien avec la facilité de quelqu'un qui appartient aux deux mondes. Son projet de foire scientifique avait remporté la première place au concours régional et avait été présenté dans les médias locaux couvrant l'initiative d'accès des laboratoires Dubois. Elena s'était complètement remise de sa procédure cardiaque et servait maintenant de conseillère honoraire à la Fondation Martinez, apportant sa sagesse et sa perspective à la gouvernance de l'organisation. Michael continuait son travail de construction, mais avec mon aide discrète, s'était inscrit à des cours d'ingénierie le soir, poursuivant un rêve longtemps différé par la nécessité financière. En cet après-midi particulier, j'observais Julien et Marie mener une séance d'information de mission pour un groupe d'enfants de l'école de Julien. C'était la première fois en des années qu'il organisait un jeu à la maison. Les enfants, d'abord maladroits autour du fauteuil roulant de Julien, avaient été rapidement entraînés dans le monde imaginaire de Marie, où le fauteuil était la position la plus convoitée, le siège du commandant de leur vaisseau intergalactique. Un sacré changement par rapport à la fête d'anniversaire de l'année dernière, avait observé Elena, me rejoignant sur le patio. De toutes les manières possibles, avais-je acquiescé. Je ne comprenais pas alors ce qui fait d'une maison un foyer. Elena avait souri. Et maintenant, je comprends que la richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous partagez. J'observais Marie aider un autre enfant à prendre place à tour de rôle dans le fauteuil roulant de rechange de Julien, leur montrant comment naviguer sur la rampe qu'ils avaient construite ensemble. Votre famille nous a appris ce que là. Et votre famille nous a appris quelque chose aussi, avait répondu Elena, que parfois les barrières n'existent que jusqu'à ce que quelqu'un soit assez courageux pour les traverser. De l'autre côté du jardin, Julien avait appelé « Papa, nous avons besoin d'un autre adulte pour le conseil spatial. C'est une mission d'urgence. » J'avais ri. Le devoir m'appelle. Alors que je rejoignais le jeu des enfants, prenant mon rôle assigné avec une gravité feinte, je réfléchissais au voyage qui nous avait menés ici. Une fête d'anniversaire vide, une fille avec du pain, un fauteuil roulant réinventé en vaisseau spatial, de petits moments qui avaient collectivement modifié le cours de nombreuses vies.
Plus tard ce soir-là, après que les autres enfants fussent rentrés chez eux et que Marie fut retournée à son appartement avec Elena, je m'étais assise avec Julien dans notre bibliothèque. Le garçon était fatigué mais heureux, les yeux brillants de la satisfaction d'une journée bien remplie. Papa, avait dit Julien alors que je l'aidais à se mettre au lit. Je pense que maman serait contente de la façon dont les choses sont maintenant. J'avais senti ma gorge se serrer. Je pense que oui aussi, mon grand. Marie dit que parfois les meilleures familles sont celles que nous fabriquons nous-mêmes, avait continué Julien pensivement. Comme sa grand-mère qui n'est pas liée à son grand-père par le sang, mais ils sont quand même de la famille. Marie est très sage pour son âge, avais-je observé. Elle dit qu'elle le tient de son grand-père, avait bâillé Julien. Comme je tiens des choses de maman, même si elle n'est plus là. J'avais bordé mon fils, m'émerveillant de la résilience des enfants, de leur capacité à absorber la perte et à trouver encore de la joie, à accepter ce qui ne peut être changé et à construire quelque chose de nouveau à partir des vestiges. L'amour ne disparaît pas, avais-je dit doucement. Il se transforme, comme ces supernovas dont Marie t'a parlé. Julien avait hoché la tête à moitié endormi, créant quelque chose de nouveau et d'incroyable. Alors que mon fils s'endormait, je me tenais à la fenêtre, regardant le panorama de Paris. Dans ma main, je tenais l'alliance de Catherine, que je portais maintenant autour de mon cou sur une chaîne. « Tu les aimerais », avais-je murmuré au ciel nocturne. La famille Martinez, surtout Marie, elle a ton esprit, voyant le meilleur chez les gens, trouvant l'espoir dans des endroits improbables. Le lendemain matin, je retournerai au laboratoire Dubois pour poursuivre le travail de transformation, construisant une entreprise qui honorait à la fois la rentabilité et le but. Il y aurait des défis à venir, des résistances à surmonter, des sceptiques à convaincre, mais pour la première fois depuis la perte de Catherine, la voie à suivre était éclairée non seulement par l'obligation, mais par un véritable sens. La Fondation Martinez veillerait à ce que les méthodologies de Roberto dépassent les laboratoires Dubois, influençant l'industrie plus largement. La sagesse d'Elena guiderait notre engagement communautaire. L'expertise clinique de Sarah éclairerait nos stratégies de mise en œuvre et Marie, la brillante et inépuisable Marie, continuerait de nous rappeler à tous pourquoi ce travail était important. Quant à Julien, il n'était plus défini par ce qu'il avait perdu, mais par ce qu'il avait trouvé. Une amie qui le voyait complètement. Un père qui était vraiment présent et un sentiment de possibilité qui s'étendait bien au-delà des limites de son fauteuil roulant. Le manoir de Neuilly n'était plus un sanctuaire à ce qui avait été perdu, mais un laboratoire pour ce qui pouvait encore être créé. Les murs qui avaient autrefois résonné du silence résonnaient maintenant d'un but. Un hommage approprié à deux familles unies par le hasard, transformées par la compassion, et maintenant liées par une vision partagée de la guérison qui s'étendait bien au-delà de la médecine. Dans le jardin où une fête d'anniversaire vide avait autrefois témoigné de l'isolement, une nouvelle tradition avait pris racine. Des rassemblements hebdomadaires qui réunissaient des gens de diverses communautés de Paris. Les ballons dorés avaient été remplacés par des lanternes colorées fabriquées par les enfants de l'école de Marie. La symétrie parfaite avait cédé la place à un chaos créatif. Et au centre de tout cela, une cabane dans les arbres accessible en fauteuil roulant se dressait comme un monument à la compréhension que la véritable accessibilité n'était pas seulement une question de rampe physique, mais d'ouvrir les cœurs et les esprits à des possibilités auparavant inimaginables. Sophie Dubois, autrefois définie par le succès corporatif, avait découvert une mesure d'accomplissement plus profonde, la capacité de créer des espaces où chacun avait sa place, des médicaments accessibles à tous et un avenir où aucun enfant ne resterait seul le jour de son anniversaire, attendant des amis qui ne viendraient jamais. Et tout cela avait commencé avec une fille portant du pain de boulangerie qui avait regardé des ballons dorés flottant au-dessus de murs imposants et n'avait pas pensé « ce n'est pas pour quelqu'un comme moi », mais plutôt « je me demande qui pourrait avoir besoin d'un ami aujourd'hui ».
Parfois, avais-je réfléchi en me détournant enfin de la fenêtre, la guérison la plus puissante ne vient pas des médicaments que nous développons, mais des liens que nous tissons au-delà des différences, par-delà les barrières, avec le simple courage de frapper à une porte inconnue et de dire « Puis-je me joindre à vous ?» C'est une leçon que je continue d'apprendre. Chaque jour,